On vit dans un monde hyper connecté, c'est un fait. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que chaque clic peut nous exposer à des dangers qu'on ne voit même pas. Alors aujourd'hui, on va justement cartographier ces menaces ensemble. L'idée, c'est de comprendre comment naviguer dans cette ombre numérique en toute sécurité. Et pour bien saisir l'ampleur du problème, il y a cette citation qui est assez frappante. Le monde est désormais un village numérique, mais c'est un village sans police et sans frontières. Pensez-y une seconde, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien ça veut dire que les prédateurs du net, eux, ils jouent sans règles, sans limites et de manière complètement invisible. Et cette menace, attention, ce n'est pas un truc de film de science-fiction. Non, non. C'est un défi bien réel qui se passe ici et maintenant, directement dans nos maisons. C'est la sécurité de nos foyers, de notre argent et même de nos familles qui est en jeu. Alors, c'est parti, on va plonger dans ce que l'on appelle notre ombre numérique. On va essayer de comprendre comment, sans même s'en rendre compte, on se transforme en cible. En fait, chaque fois qu'on est en ligne, qu'on clique, qu'on cherche quelque chose, on alimente une sorte de double de nous-mêmes. Une version numérique qu'on appelle le jumeau numérique. Et le truc avec ce jumeau, c'est qu'il a une mémoire d'éléphant. Il n'oublie absolument rien. Et qui est-ce qui construit ce double numérique? Eh bien, c'est tout simplement la technologie qu'on utilise tous les jours. Nos smartphones, nos ordinateurs, nos assistants vocaux à la maison, nos empreintes digitales, tout ça. En gros, nos propres appareils deviennent des espions qui collectent des données sur nous en permanence. Mais le plus grand point faible, la plus grosse faille de sécurité, ce n'est pas notre ordinateur ou notre téléphone, non. C'est nous, c'est notre cerveau, notre psychologie. Les cybercriminels l'ont bien compris. Ils ne s'attaquent pas forcément au code, mais à nos émotions. La peur avec des messages d'urgence, la cupidité en faisant miroiter un gain incroyable, le respect de l'autorité en se faisant passer pour la police ou un patron, ou même la familiarité avec un message qui semble venir d'un ami. Ce sont des leviers super puissants pour nous faire baisser la garde. Prenons un cas très concret, qu'on appelle la fraude au président. Imaginez la scène. Un comptable reçoit un mail, pas n'importe quel mail, un mail qui semble venir du grand patron, du PDG. Le message est urgent, confidentiel, il faut faire un virement de 50 000 $ tout de suite. C'est le piège parfait qui combine l'autorité et l'urgence. Et là, que se passe-t-il? Sous la pression, stressé par la demande du PDG, le comptable court-circuite les procédures de sécurité habituelles et il fait le virement. L'argent est parti. L'email, bien sûr, était un faux. La clé ici, c'est de comprendre que ce n'est pas l'ordinateur qui a été piraté, c'est la confiance de la personne. On vient de voir la faille humaine, mais nos appareils, eux aussi, peuvent nous trahir. Parlons un peu de ce qu'on a tous dans la poche, notre smartphone. Alors, on a souvent le débat Android ou iOS, Google contre Apple. D'un côté, Android, c'est un système très ouvert, flexible, mais où la sécurité peut varier d'un téléphone à l'autre. De l'autre, iOS, c'est un jardin clos, super contrôlé par Apple, ce qui permet des mises à jour de sécurité rapides et pour tout le monde. iOS est souvent vu comme plus sûr, mais ça peut créer un faux sentiment de sécurité. Parce qu'au final, soyons clairs, aucun des deux n'est une forteresse imprenable. Et même les sécurités les plus sophistiquées, comme la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, ne sont pas une garantie absolue. Il existe aujourd'hui des attaques extrêmement complexes qu'on appelle zéro-clic. Le nom dit tout, elles n'ont besoin d'aucune action de notre part. Pas un clic, rien. Le téléphone peut être compromis sans qu'on s'en aperçoive, quelle que soit sa marque. Et attention, la menace n'est pas que virtuelle. Le bon vieux cheval de Troie physique, ça marche toujours. Une clé USB, oubliée par terre avec écrit « Salaire 2026 » dessus. Qui ne serait pas tenté? Ou alors un câble de recharge offert, on branche et hop, en quelques secondes, un logiciel espion s'installe. C'est un moyen redoutablement efficace pour contourner toutes les défenses numériques. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'ils veulent la plupart de ces criminels? La réponse est simple, notre argent. C'est le nerf de la guerre. Et pour ça, il y a une technique qui fait des ravages, le SIM swapping. Regardez comment ça se déroule, c'est terrifiant de rapidité. Jour 1, l'attaquant, avec quelques infos personnelles sur nous, appelle notre opérateur téléphonique et le convainc de transférer notre numéro sur sa carte SIM. 5 minutes plus tard, notre téléphone ne capte plus rien. L'attaquant, lui, reçoit tous nos appels et SMS. 10 minutes plus tard, il va sur nos comptes en banque, notre boîte mail et clique sur « Mot de passe oublié ». Les codes de réinitialisation, ils sont envoyés par SMS, directement sur son téléphone. 30 minutes après le début de l'attaque, il a accès à tout et peut vider nos comptes. En moins d'1 heure, tout peut disparaître. Et ce risque, il concerne absolument tout le monde, partout. Que ce soit de l'argent mobile local comme M-Pesa ou des crypto-monnaies sur des plateformes internationales, peu importe. Tous les fonds numériques, sans exception, sont des cibles potentielles. Alors, comment on protège son argent numérique, en particulier les cryptos? Il faut voir ça comme son portefeuille de tous les jours et un coffre-fort. Le portefeuille chaud, c'est une application sur notre téléphone ou ordinateur. Pratique pour les petites dépenses, mais comme il est toujours connecté à Internet, il est vulnérable.
Pour les grosses sommes, les économies, on utilise un portefeuille froid. C'est un appareil physique, comme une clé USB, qui n'est jamais connecté à Internet. C'est notre coffre-fort. La seule façon de faire une transaction, c'est d'appuyer physiquement sur un bouton. C'est beaucoup plus sécurisé. Ok, on a bien vu les menaces, ça peut faire un peu peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se défendre. Passons maintenant à la solution. Comment on devient une véritable forteresse numérique? Et ça passe par des règles de base, une sorte d'hygiène numérique. Premièrement, tout vérifier. Un mail bizarre du patron, on ne le répond pas. On l'appelle sur son téléphone pour confirmer. Deuxièmement, se méfier de tout ce qui est gratuit. Un logiciel, un Wi-Fi public, c'est souvent un piège. Troisièmement, faire ses mises à jour. Toujours, c'est notre bouclier principal. Quatrièmement, on arrête d'utiliser les SMS pour la double authentification. On utilise plutôt des applications comme Google Authentificator. Et enfin, on isole ses réseaux. Le Wi-Fi du travail, le perso et celui pour les objets connectés. 3 réseaux séparés. Ce sont des habitudes simples, mais qui changent tout. C'est ça, au fond, reprendre le contrôle. Il s'agit de mettre en place des couches de protection, comme les murs d'un château fort. Une routine simple mais efficace. On met à jour, on sépare, on sauvegarde. C'est la base d'une bonne défense. Le but de tout ça, ce n'est vraiment pas de créer de la paranoïa. Au contraire, c'est de donner les clés pour comprendre et agir. La meilleure protection, c'est la connaissance. En comprenant comment les menaces fonctionnent, on cesse d'être une victime potentielle pour devenir un défenseur averti. Finalement, la question se pose à chacun d'entre nous. Dans ce monde où chaque clic est un choix, sommes-nous une cible ou sommes-nous une forteresse?